Nous allons commencer donc ces 2 jours par parler du dragon. Alors, je ne dévoile pas ce qui va arriver, mais quand même, juste nous rappeler que nous sommes dans l'année du dragon, selon la tradition chinoise. Et voilà, ça, je pense que ça a inspiré notre grand maître Laurent Texier. Il est vrai que je suis un grand maître et que je ne suis pas envahi par le doute. Alors, on est content de vous accueillir effectivement pour cette nouvelle édition. On a créé avec Jean-Michel il y a déjà 2 ans de cela. Voilà, c'est donc la 3e édition. Et pour introduire cette conférence que j'ai préparée pour l'occasion, je vais accueillir Louise Tixier et Alban Tixier, dont les noms de famille trahissent en fait la filiation. On va faire un morceau d'introduction, une pièce. C'était une pièce en fait phare, une pièce très à la mode. C'était un tube au XVIe siècle, dans les années 1500. Et vous retrouverez Louise et Alban au cours de la journée, enfin surtout pour le spectacle de soir, initié par le château du Boignard. Alban au luth et Louise au-dessus de viol. Viol de gambe, parce que ça se tient entre les gambettes, c'est comme ça qu'on disait autrefois, entre les jambes. Et je les accompagnerai au tard. La musique, c'est une chose sérieuse quand même.
puisque la lumière est née du son. C'est dans la Bible. Vous savez, quand vous ouvrez la Bible, on lit au début était le verbe s'est fait chair, mais la traduction hébraïque, c'est en vérité, au début était le son, et le son a créé la forme. Et on peut en faire l'expérience à la Cité des Sciences, ou la Cité de la Musique à Paris, hein, qui permet de confirmer cela. Donc, on va rester un peu plus matériel, puisque le son relève d'une matière un peu plus dense que la lumière. On va tout de suite aborder le sujet de ce que moi j'appelle le dragon. Pour bien comprendre la thématique de cette petite conférence, je voudrais rappeler pourquoi m'est venue l'idée d'enquêter sur le dragon, puisqu'il s'agissait bien d'une enquête. À l'époque où je faisais du collectage auprès des personnes âgées, c'est-à-dire à l'époque où j'enregistrais la mémoire des gens, au travers des musiques anciennes, des danses, des tranches de vie, des histoires, quoi. Un jour que je me trouvais à Beaurepaire. Beaurepaire, c'est un village qui se trouve pas très loin des Herbiers, mais qui par rapport, au massif sur lequel nous sommes là, le Haut-Bocage comme on l'appelle, eh bien, c'est plus bas. Beaurepaire, c'est beaucoup plus bas. C'est un peu dans le bassin des Herbiers, c'est un bassin les Herbiers, hein. D'ailleurs, on le voit très bien l'hiver, hein, il peut faire du soleil à Chambretot, ils sont dans la brume, hein, ils sont dans les brouillards, hein. Ici, dans les Highlands, on a tout de suite, on tutoie le soleil. Et donc, je collectais un ancien joueur de violon et j'avais moi-même mon instrument de musique. Et une fois qu'il eut enregistré quelques pièces, je prends mon violon et je joue un air et des airs comme ça, des avant-deux de ce style-là, des airs comme ça. Est-ce que vous en connaissez? Et là, l'ancien, il me dit, en vendéen dans le texte, ah, mesdames, bon sang, il peut te dire que d'osières comme Choi, ben, il y en a pas là, mais tu vas là-haut, sur la queue du dragon, là-haut, il joue de mime. Je traduis. Donc, si tu veux des airs comme ça, là-haut, sur la queue du dragon, tu en trouveras, puisqu'il y en a, il joue comme ça, là-haut, sur la queue du dragon. Tout ça, c'était enregistré. Le temps passe. Il me vint un jour l'occasion de réécouter les bandes de certains collectages, dont celui de Beaurepaire. Et je relève évidemment cette phrase qui dit sur la queue du dragon. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? C'était une personne âgée, il avait, ouais, il avoisinait les 100 ans, parce que nous, à l'époque, quand on collectait la mémoire des anciens, vous comprenez bien, on cherchait à enregistrer les personnes les plus anciennes, donc celles qui avaient emmagasiné le plus de mémoire, a fortiori si ces personnes en question pratiquaient un instrument ou chantaient, hein. Et moi, à l'époque, j'avais 18 ans, hein, j'en ai 62 cette année, vous voyez. Comme on dit chez nous autres, on la bérette de temps quand même. Donc, j'ai enquêté, il m'a fallu du temps pour comprendre, hein, et je me suis dit, mais en fait, il parle du massif armoricain. Je suis sûr qu'il parle du massif armoricain, il ne le sait pas lui, mais il parle du massif armoricain. Mais comment cela est-ce possible? À l'époque, ils n'avaient pas de satellite pour avoir une vue aérienne. Ouais. Et les montgolfières, elles montaient pas suffisamment assez haut pour pouvoir embrasser le paysage du massif armoricain. C'est quoi cette connaissance perdue? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On est sur un territoire gaulois, celte donc, puisque les Gaulois, vous savez, c'est une branche de la celtitude, pour en prendre un terme à la mode. Et on sait que les Celtes sont d'origine indo-européenne et que dans ces cultures, sous chaque montagne sommeille un dragon. Alors il fallait pouvoir étayer ce discours, il fallait pouvoir essayer d'argumenter sur le fait que sous le massif armoricain sommeillait un dragon. Et donc j'ai fait mon enquête et on va vous projeter le massif armoricain dans sa géologie. Alors, le massif armoricain, vous voyez, il commence là, ici, et puis il se termine là, comme ça. On voit bien hein, toute sa géologie, hein. On considère d'ailleurs que c'est l'un des plus vieux massifs au monde. L'érosion a fait son travail, c'est pour ça qu'on n'a plus les hauteurs qu'on peut retrouver sur les plus hauts sommets de cette planète. Donc, pourquoi un dragon?
Parce que d'abord ici, c'est facilement reconnaissable, vous avez la tête. Vous voyez cette tête avec ici la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure, la barbichette ici, et vous avez la langue ici. Voyez? Et puis ici, vous avez le corps du dragon, puis les ailes du dragon. Vous voyez, on les voit très nettement. Ensuite, vous avez le corps et vous avez la queue du dragon qui vient mourir aux abords de la Charente-Maritime. Voyez, alors c'est très intéressant parce que ce massif-là présente en plus des caractéristiques qui nous laissent à penser qu'on est sur une entité étrange, voire vivante. Vous savez, il fut une époque où on considérait que les hommes qui étaient d'une couleur différente de la nôtre n'avaient pas d'âme. Souvenez-vous, la controverse de Valladolid, c'est impressionnant quand même. On a considéré que, bon, voilà, ceux qui avaient une pigmentation plus foncée n'avaient pas d'âme. Il a fallu du temps pour comprendre que, bah, ah, ben, ils sont comme nous, dis donc. Après, c'était autour des animaux. On a considéré que les animaux, ils ressentaient rien du tout. Et puis progressivement, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient souffrir aussi, et puis qu'ils pouvaient communiquer de manière même intelligente. On l'a vu avec les dauphins. Donc on s'habitue à l'idée que ce qui nous semble inférieur est autant vivant, voire en conscience. Puis vint le tour des végétaux. Et là, dernièrement, on a découvert qu'ils communiquent entre eux, les végétaux, et qu'ils mettent en place des stratégies pour se protéger en s'envoyant des tuyaux. D'ailleurs, c'est absolument remarquable. L'ère du Verseau sera celle de la reconnaissance du minéral. Donc, je pense que cette conférence s'inscrit dans cet élan, ce nouveau, qui nous fera dire bientôt, oui, tout ça c'est vivant, cette terre elle est vivante, mais avec des expressions différentes. Donc on a bien un dragon ici. Alors si on zoome du côté du lac de Grandlieu, est-ce que c'est possible de zoomer du côté du lac de Grandlieu? Lac de Grandlieu, je crois qu'il est là. Voyez? Voilà, lac de Grandlieu. Maintenant, si on revient à la taille normale, lac de Grandlieu, voyez, il est là, taille normale encore, lac de Grandlieu, voilà. Encore, on peut le réduire encore? Voilà. Là, vous avez donc le ventre du dragon. Ben oui, plus grand lac naturel de France, le lac de Grandlieu, il se situe pile au niveau du ventre. C'est là où tout se crée. Vous savez, c'est là où l'enfant aussi naît. Vous avez aussi ce cordon ombilical extraordinaire qui s'appelle la Loire. Vous voyez, le fil d'Ariane, il est là. Et dernièrement, c'est mon épouse, Fanny Tixier, donc, qui a fait cette découverte encore plus incroyable. Elle a trouvé l'œil du dragon. Quand j'ai vu ça, quand on a vu ça, on s'est demandé. Alors je vais vous le montrer. Alors, doucement, on avance très doucement. Voilà. Vous voyez l'œil du dragon? Alors, rebaisse, Fanny, mets en plus. Voilà. Regardez. La paupière, l'œil. Non, mais c'est hallucinant quand même. Si vous regardez bien, on a quelque chose de vivant là. Et maintenant, regardez, on va s'approcher. On va grossir, encore si on peut. Et voilà. Et la cerise sur le gâteau, vous savez ce que c'est? C'est que ça, c'est le réservoir de Saint-Michel. Ça s'appelle le réservoir de Saint-Michel. C'est là où se dégagent les larmes, en plus, sur l'œil. Vous savez, c'est ici, là. Et là, voilà, réservoir de Saint-Michel. Alors, vous allez voir où là, ça devient très troublant. Alors, on redevient en arrière, encore. Vous voyez l'œil, on voit bien la paupière, regardez, l'œil froncé du dragon qui regarde en direction de son ennemi de toujours, les Américains. Donc, on réduit encore le champ, on redevient, voilà, vous voyez, oh, c'est incroyable. Alors, on baisse, voilà, encore, et toujours encore. On voit bien l'œil du dragon, on voit l'œil, on va revenir à la taille normale, et voilà. Donc, regardez bien maintenant, là où c'est encore plus incroyable, c'est que depuis toujours, les hommes ont compris qu'ils vivaient sur une terre vivante. Vivante, pourquoi? Parce que sous ce grand massif bat un cœur, c'est évident, qui se trouve en Vendée. Ben ouais, on n'est pas chauvin pour rien, en Grande Vendée. Alors,
Pourquoi Grande Vendée? Parce que dans la tête du dragon Jean-Michel, il y a une arrière-pensée. C'est que en considérant notre territoire dit de Grande Vendée, on s'inscrit dans un projet plus global qui s'appellera à terme la nouvelle Armorique. À l'heure où les départements se défont et que les États disparaissent, on voit bien, au profit d'une Europe bon, qui n'est peut-être pas celle que nous rêvons tous, on est d'accord. Une Europe des peuples, oui, c'est intéressant. Bon, une Europe ultralibérale, c'est à discuter. Bon, c'est la marche du temps, c'est la marche du vent. Nous, notre capacité à nous, c'est enfin, notre qualité, c'est notre capacité à nous adapter. Ça, c'est une œuvre alchimique et on va y venir. On va y venir. Donc, là où c'est très intéressant, c'est que vous avez ici un lieu qui s'appelle Saint-Michel de Brasparts. Il y a un archange et une chapelle dédiée à l'archange Saint-Michel, qui est, je rappelle, l'archange des hauteurs, qui est également, je rappelle, le grand transmutateur. C'est le grand alchimiste. Michael dans un miroir, ça vous fait alchimie. Ça veut dire alchimie, hein, en latin. D'accord. Vous avez ici, sur les ailes du dragon, le mont Saint-Michel. Encore un site dédié à l'archange des hauteurs. Et vous avez sur la queue du dragon, sur les monts Mercure, Saint-Michel de Mont-Mercure. Et si vous tracez effectivement un lien, vous avez carrément une pyramide. Donc là aussi, on est sur un symbole alchimique très fort. Donc, tout ça pour vous dire, plus le réservoir de Saint-Michel, dans l'œil du dragon, euh, vous savez, ici, on a la côte d'émeraude par là-haut, vous savez. Et on dit que dans chaque tête du dragon est logée une pierre précieuse. Alors, ça peut être un rubis, mais ça peut être une émeraude aussi. Voyez? Le rubis de couleur rouge, l'émeraude de couleur verte. C'est intéressant parce que le lion vert en alchimie, c'est le lion qui permet la transmutation. Et on dit que pour vaincre le dragon, en fait, si on veut vaincre le dragon, c'est surtout pour récupérer la fameuse pierre qui se trouve d'ailleurs dans sa tête, quasiment derrière le front. En vérité, c'est cette pierre qui se situe derrière le front du dragon, c'est la nôtre. C'est ce qu'on appelle le troisième œil, que les grands mystiques ont pu décrire et surtout ont pu expérimenter. Alors, pour bien comprendre maintenant ma démarche autour de ça, c'est que j'ai envie de vous dire, on a la chance, nous, fils et filles du dragon, de vivre sur cette terre. Parce que le massif armoricain, à nul autre pareil, j'ai envie de dire, invite chacun d'entre nous à vivre une expérience alchimique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expérience alchimique? Alors, euh, n'allez pas tout de suite imaginer que l'alchimie se réduise à la transformation, à la transmutation du plomb en or. Certes, on sait que à peu près 2 ou 3 grands alchimistes de l'histoire de l'humanité a réussi ce prodigue. Mais ça reste de l'alchimie opérative, heu une alchimie du labor. Vous savez, le labor, c'est là où on crée les choses, à l'échelle matérielle. C'est dans le creuset, vous voyez? Le labor, généralement, il se trouvait dans les caves. L'oratoire, lui, par contre, c'est l'alchimie spéculative. On travaille sur l'esprit. Je vais essayer de prendre un temps pour vous montrer d'ailleurs les éléments décoratifs et symboliques d'un des derniers cabinets d'alchimistes en Vendée, d'un occultum. Vous verrez tous les symboles et vous comprendrez ce que ça veut dire. Donc, on vit sur une terre qui nous invite à la transmutation. La transmutation, la différence avec la transformation, c'est que la transformation, c'est le bois en charbon, par exemple. La transmutation, c'est plutôt, on va dire, la chenille en papillon. La chenille, quand elle a fini son cycle de chenille, quand elle a fini d'évoluer sur les plans horizontaux, elle s'enferme dans sa chrysalide et ensuite se fait le travail de transmutation. Donc c'est vraiment une œuvre alchimique, hein.
Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, si vous ouvrez la chrysalide alors qu'elle est en pleine transmutation, vous ne trouverez que du liquide à l'intérieur. Ce qui veut dire que la chenille s'auto-dissout. Et à partir de cette solution naîtra un papillon. Vous voyez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on est, communément, les chercheurs pensent qu'il n'y a que entre 28 et 35% de chenilles qui deviennent des papillons. Les autres ne font pas le travail de transmutation. Ce qui veut dire que euh, le travail à faire, il est pas facile. Mais pourtant, il relève de notre chemin de vie à tous. Euh, c'est quoi l'alchimie spirituelle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de transmutation? En fait, la transmutation, c'est des petites morts successives qu'on vit tous d'ailleurs. Vous le savez bien, vous avez tous vécu des morts successives. On meurt plusieurs fois dans une vie. On meurt à ce qui ne nous correspond plus. On meurt à nos imperfections. Vous voyez, moi, j'ai vécu plusieurs morts comme ça. Alors, à chaque fois, on s'arrache une côte, hein, parce que c'est comme une amputation d'un soi-même, mais qui n'est plus vraiment une vérité pour chacun d'entre nous. Il n'est plus, quoi. Il a passé son temps, on va dire. Et par exemple, en fait, quelqu'un qui est, qui est colérique et qui arrive déjà à identifier sa faiblesse, il peut commencer à travailler dessus. Il peut commencer à travailler sur le plan alchimique, c'est-à-dire il peut commencer à faire ce travail de transmutation. Et pour ça, il faut déjà faire le constat de ses faiblesses. Et ensuite, il faut accepter l'idée de mourir à ses faiblesses. Ça, c'est plus difficile. C'est ça la montée du Golgotha, en fait. Hein. La Via Dolorosa, elle est là. Tout est contenu là-dedans. Et il faut bien comprendre qu'il y a quelqu'un en nous qui ne veut pas que ça change. Celui qui ne veut pas mourir. Et celui qui ne veut pas mourir, c'est le mental ou l'intellect. D'autres l'appelleront le petit moi. Vous savez, il y a le petit moi et le grand moi. Le petit moi, il ne veut pas mourir. Hein. Le mental, il ne veut pas mourir. Lui, d'ailleurs, le mental, toute son énergie est concentrée sur la quête de l'immortalité. Eh bien oui, si jamais effectivement ça change, ça veut dire que c'est l'inconnu. Si c'est l'inconnu, il y a danger. Donc d'un seul coup, se manifestent les peurs. Qui sont les peurs? Les peurs sont les gardiens du seuil, c'est les gardiens du temple. C'est eux. Moi, j'ai fait cette expérience du gardien du temple, gardien du seuil, c'est effrayant. Le mental, il construit un gardien du seuil, un gardien du temple des plus effrayants. Donc, si vous voulez déjà commencer à faire un travail de transmutation, ce qui est absolument nécessaire, surtout en ce moment où on passe d'un signe d'eau, le signe du poisson, à un signe d'air, le Verseau, c'est l'idéal pour faire le travail de transmutation. C'est l'idéal pour mourir à nos certitudes. Ah oui, c'est ça. L'enjeu, il est là. Hein. Le dragon, il nous le dit. Hein. Il est parti, mais il va revenir plus tard. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Effectivement, ça va concentrer vos intentions sur le dragon, alors que le dragon, écoutez, c'est moi. Et donc, le travail qui doit se faire, c'est d'abord, avant toute chose, dompter ses peurs. À chaque fois qu'il y a eu un changement d'air, il y a eu une possibilité de mourir à ce qui avait été au profit de ce qui allait devenir. D'ailleurs, c'est une question que je posais à ma mère spirituelle, Joëlle Perroy. Je lui disais, en 2020, quand la crise a commencé, je lui disais, Joëlle, j'ai l'impression que on vit le combat entre le bien et le mal. Qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, non, ce n'est juste que la rencontre entre ce qui se défait et ce qui doit émerger. Vous voyez, là, chez moi, c'est Mercure. Je suis du signe de la Vierge. Mercure, c'est l'intellect, c'est le mental. Ah ben oui, moi je suis régulièrement soumis aux hausses de température de Mercure. Je peux vous le dire. Il n'arrête pas. Hein.
Et dès que le petit moulinet se met en marche, c'est terminé. Donc pour moi, ça y est, c'était les ténèbres contre la lumière. Non, à partir du moment où on met des mots justes sur une situation, elle revêt un autre caractère. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le verbe est créateur. La pensée est créatrice, mais le verbe après est créateur aussi. Au début était le son a créé la forme, souvenez-vous. Donc, la première chose à faire, c'est se départir évidemment de nos peurs. Or, à chaque fois qu'il y a eu un changement d'air, ceux qui détenaient le pouvoir spirituel et temporel faisaient tout pour freiner ce changement. Parce que et c'est normal, il faut comprendre aussi, il faut les comprendre. C'est que, par exemple, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, de quelque manière que ce soit, tout leur pouvoir est basé sur l'énergie précédente. Eh bien oui, mais pour pouvoir passer à la nouvelle ère, au nouveau paradigme, à la nouvelle vibration, il faut mourir à ce qui n'existe plus, ce qui n'est plus. Et c'est là que c'est très difficile. Mourir, c'est très difficile. Et c'est pour ça que le pouvoir devient de plus en plus violent, parce qu'il sait que de toute façon, il va être emporté par un courant irrésistible. Alors, alors soit on accepte évidemment de mourir, soit on n'accepte pas, et là on s'accroche. Mais le problème, c'est que plus on s'accroche, plus la chute va être douloureuse. Être capable de renoncer, à ses richesses, à son pouvoir, à ses avantages, c'est très difficile. Souvenez-vous, il sera plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer par, le chat d'une aiguille. Bon, en fait, c'est pas le chat d'une aiguille, c'est le chat de l'aiguille. Le chat, c'est la porte, la petite porte, cochère qui permet de passer par la porte de l'aiguille. C'est un autre sujet, je pourrais vous en parler. Mais en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est très difficile. La capacité à se détacher de ce qu'on aime. Mais c'est le mythe d'Abraham, tout ça. La capacité à se détacher de ce que l'on aime pour oser affronter l'avenir et surtout l'inconnu. Mais c'est la richesse de demain pour chacun d'entre nous. C'est une richesse démultipliée. On dit bien oser, ça paye toujours, mais c'est tellement évident que j'ai envie de dire, le temps de la transmutation est arrivé. Le dragon nous a très clairement expliqué que nous autres, grands et nouveaux armoricains, avons notre rôle à jouer. Et moi, c'est pour ça que j'accompagne Jean-Michel dans ses folies. Parce que c'est des folies, mais bien calibrées, bien vécues, bien visionnaires. Et c'est de l'utopie. Mais qu'est-ce que l'utopie sinon l'avenir accompli? En fait, ces gardiens du seuil, ils étaient déjà enseignés il y a fort longtemps. Et c'est là que je vais vous montrer deux gardiens du seuil qu'on trouve dans un vieux logis vendéen qui s'appelle le Fief de la Maisonneuve, dont je suis avec mon épouse et mes enfants l'heureux propriétaire. Et quand nous avons acheté ce vieux logis en fait, du XIVe siècle, puisque c'est à peu près la date du logis, on est tombé sur des fresques qui sont considérées aujourd'hui par l'un des grands experts des fresques comme uniques en France. On est tombé sur ces espèces de représentations picturales sur les murs. Alors, vous voyez, l'escalier, il est resté en l'état parce que ça va faire forcément l'objet d'un classement. C'est très rare. Vous avez, quand vous rentrez dans le corps de logis, puisque le logis est en cour fermée, hein. C'est un logis protestant fortifié qui appartenait d'ailleurs en 1460 à Jacques Dupuy-du-Fou. Quand vous entrez dans ce logis, vous avez de chaque côté de l'escalier Renaissance, vous avez deux personnages. Ces deux personnages, d'après les costumes, je les évalue à époque Régence, c'est-à-dire juste après la mort d'Henri IV, sa femme qui prend la régence, hein, vous savez, Marie de Médicis, la mère de Louis XIII. On a les caractéristiques. On a, pour ce personnage-là, on a un costume qui répond à cette époque. Il porte encore la fraise à cette époque-là, vous savez. Alors que l'autre personnage, sur l'autre côté du mur, alors ça c'est le même, hein, l'autre personnage voilà, porte la collerette, vous voyez. Ça c'est très début XVIIe siècle, très début des années 1600.
Donc, vous avez ici une porte cintrée aussi. Alors, tout ça, ça va faire l'objet de restauration. Il y a énormément aussi de peintures de reste. Il y a des fresques, tout ça. Donc, en fait, ces deux personnages se situent de chaque côté de l'escalier. Et quand on découvre ensuite le décorum qui va suivre, on se rend compte que on va pénétrer dans quelque chose de très particulier. Puisque là, quand on commence à monter l'escalier, on découvre ici deux colonnes, voyez, ici et là, dans les chapiteaux, on les voit. Là, derrière cette bande blanche, on a un lion également. Et nous avons ici et là deux roses hermétiques d'un mélange de rouge et de blanc. C'est une sorte de rosée. Comme d'ailleurs, on disait que le tombeau du Christ jusqu'au IXe siècle était peint d'un mélange de rose et de blanc. Donc, on est sur en fait, des roses hermétiques, comme on dit en alchimie. Donc ça, c'est très décorum d'un cabinet d'alchimiste ou d'un occultum. Surtout que quand on franchit le palier, d'ailleurs quand on a fait qu'on a pris l'escalier à double travée, à double volée, on arrive dans une petite pièce en haut. Et cette petite pièce, en 1762, dans un rapport descriptif du logis, se nommait l'estude. Voilà. Nous pénétrons dans l'estude. L'estude, évidemment, c'est l'oratoire. C'est là où on travaille sur l'esprit. D'ailleurs, dans cette petite pièce également, on a des éléments très intéressants. On a ici, sur le bas de porte, une sorte de pyramidon, vous voyez, donc la symbole alchimique aussi. Et sur l'autre côté de la porte, nous avons la petite tour. La tour, c'est l'athanor en alchimie. Hein. Toujours, vous regardez dans le dictionnaire des symboles ou n'importe quel ouvrage alchimique, ça vous est décrit. D'ailleurs, elle a la forme cylindrique. Hein, quand on la touche, on voit très nettement. Et puis, un autre élément très important, c'est les pierres en faux appareillage. Vous voyez, très rare. Alors, on en voit des pierres en faux appareillage dans les églises, dans certains logis. Sauf que la différence, c'est que ces pierres appareillages, dans ces autres édifices, elles sont soit cernées de rouge, soit cernées de blanc, mais rarement deux couleurs. Or là, nous avons les trois couleurs des trois œuvres. Nous avons l'œuvre noire, nous avons l'œuvre rouge et nous avons l'œuvre blanche. Quand on fait le calcul de tout ça, sachant qu'en plus, dans l'estude, il y a une armoire murée qui était d'ailleurs la seule du logis qui se fermait à clé, on peut imaginer les choses précieuses que cette armoire murale pouvait receler. Et donc, on va essayer, bien sûr, nous, l'objectif, c'est de faire appel aux monuments historiques pour pouvoir classer et restaurer bien comme il faut ces fresques. On va faire appel au mécénat. Peut-être qu'on ira d'ailleurs prendre notre petite valise pour faire la tournée de tous ceux qui peuvent nous aider pour restaurer cette pièce unique. Car l'objectif, évidemment, nous, c'est de créer un tiers-lieu au fief de la Maisonneuve et surtout ouvrir au public cet endroit et en faire des conférences autour de l'alchimie spirituelle, puisque les temps sont à ça. Donc, vous voyez, on est en Vendée, on a aussi le château de Terre-Neuve, dont on dit que c'est le château des alchimistes. Pour ma part, pour y être allé, il y a quand même beaucoup moins d'éléments qui ont trait à l'alchimie qu'au fief de la Maisonneuve. Je pense qu'on est ici sur le dernier occultum en Pays de la Loire. Ceux qui sont venus et puis qui connaissent le sujet, ils ont pu en témoigner. Et puis, il y a une dernière chose qui est extrêmement troublante, c'est dans l'escalier. Nous avons dans l'escalier que nous avons vu tout à l'heure, dans la contre-marche qui se trouve là, cette contre-marche-là, voyez, un trou ici. Est-ce qu'on peut agrandir, c'est possible? Pardon, je tape sur le machin. Voilà, vous voyez le trou qui est ici? Ma femme est taquine. Elle adore jouer avec moi, ma femme. J'ose pas, elle ne va pas se barrer. Bon. Là, vous avez vu le trou? Eh ben, le trou, en fait, la tradition dit que le trou, ça permet de passer le mousquet pour tirer sur celui qui défonce la porte. C'est-à-dire qu'en fait, si, parce que c'est un logis qui a connu quand même la guerre de 100 ans, les guerres de religion et les guerres de Vendée, vous voyez.
Il y a eu de l'ambiance dans le coin. Surtout qu'en plus, ici, bon, il y avait il y a eu que des protestants. Donc, ça cognait beaucoup pendant la guerre de religion. D'ailleurs, les fresques ici, que vous voyez, ont été martelées au même endroit, d'un côté comme de l'autre. Au même endroit, elles ont été martelées intentionnellement au sexe, au cœur, au visage et à la main qui tient les armes. La hallebarde pour l'un, le pic pour l'autre. Et donc, si on prend la cour d'assaut, on a défoncé la porte cochère et on rentre, eh ben, à Fort-Alamo, c'est derrière l'escalier, on passe le mousquet pour tirer. Sauf que, quand vous êtes devant l'escalier, vous voyez, moi je suis devant l'escalier, comme ça, j'essaie de créer la perspective. Hein. Eh bien, en fait, quand vous regardez, vous vous baissez, vous regardez par le petit trou du passage du mousquet, vous avez juste derrière une fenêtre, une petite fenêtre cintrée, pile dans l'axe central, qui laisse passer donc une légère petite lumière. Et ce qui est extrêmement troublant, c'est que lorsque vous êtes devant l'escalier, et il va falloir faire un travail d'ouverture pour pouvoir pénétrer à l'étage, c'est-à-dire pour pouvoir vous élever afin de pénétrer dans le sein du sein, c'est-à-dire la fameuse estude, l'étude, hein, si vous préférez, et recevoir l'enseignement initiatique du maître en alchimie. C'est qu'en fait, quand vous êtes donc face à cet escalier, le faisceau de lumière vient frapper exactement à l'endroit même de ce que les grandes traditions indo-européennes, asiatiques et même chamaniques nomment le chakra du cœur. Qu'est-ce que c'est que le chakra du cœur? Pourquoi ça frappe ici? Pourquoi le faisceau lumineux frappe ici? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, sur le chakra du cœur, c'est le siège de l'âme. J'avais 19 ans et j'étais assis sur une chaise comme ça. Je fumais pas, je buvais pas, jamais fumé, jamais bu. Petit verre de vin rouge le soir, bah, voilà, un régime très frugal et j'étais fatigué et d'un seul coup, je me suis trouvé à 3 mètres de distance de moi. Sauf que la différence, c'est que le vrai moi, celui auquel je m'identifiais davantage, il n'était pas assis sur la chaise, il était à 3 mètres de moi et je me suis vu comme ça et j'ai vu le fil d'Ariane. Ce qu'on appelle dans la mythologie grecque, vous savez, le fil d'Ariane, c'est le cordon ombilical, mais beaucoup plus subtil que celui qui relie l'enfant à sa mère. Parce qu'on a différents plans de subtilité, vous comprenez bien. On a un plan plus matériel, on a un plan plus spirituel, plus subtil, plus léger. Et j'ai vu ce cordon. Ah, inutile de vous dire que je suis rentré vite fait chez moi, enfin chez le moi d'emprunt, j'ai envie de dire, le moi limité. On est des êtres illimités alors qu'on vit dans le limité. On se définit alors que nous sommes infinis. Ça, je l'ai compris. Sauf que non, le premier jour, j'ai pas compris du tout. Et le lendemain, j'étais chez le médecin qui m'a foutu sous anxiolytique. Hein. Il m'a dit, oh là là, ça va pas, dépression, impeccable. Et à 25 ans, alors, entre-temps, j'avais parlé de mon expérience et, euh, on m'avait expliqué que, ben non, tu as fait un voyage astral. Ah bon, c'est quoi ça? Ah ben, ah oui, bah, tu as quitté ton corps. Oui, oui ça ressemblait vraiment à ça. Ah oui, bah voilà, c'est ça. En fait, c'est ton âme qui s'est barrée, quoi. Ah, dis donc, c'est impressionnant ça. Et puis à 25 ans, dans mon lit, j'étais allongé dans mon lit comme ça, et là, je me suis vu monter au plafond. Oh putain, d'accord, ok. Et ça fait drôle, hein. Oh, c'est chiant. Et je suis revenu, mais très vite. Et là, bam, 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 bam. Oh, putain, c'est pas facile. Hein. Je sais qu'il y en a qui maîtrisent ça et puis qu'ils en font d'ailleurs leur quotidien, mais moi, alors par contre, si. Vous savez, au moment où on s'endort, d'un seul coup, des fois, on a des ouh, parce qu'on est vite revenu en fait. Hein. On a commencé à se dégager et puis oh, on revient vite. Donc ça secoue bien comme il faut. C'est un peu chiant, mais bon, quand c'est maîtrisé, quand on le sait déjà, c'est moins, on s'inquiète un peu moins, quoi. Évidemment, quand on meurt, on a le même processus, sauf que là, c'est comme l'enfant avec sa mère. À un moment donné, on coupe le cordon, quoi. Alors, ce qui est très intéressant dans la religion catholique, c'est que Jésus, on dit d'ailleurs, on parle souvent du cœur de Jésus. Seulement, les catholiques ont confondu un petit peu. C'est-à-dire qu'ils pensent que quand on parle du cœur de Jésus, on parle de l'organe, voyez,
ce palpitant. Or, regardez bien dans toutes les sculptures ou les peintures ou les iconographies, Jésus, quand il montre son cœur, il ne le montre pas comme ça, il le montre comme ça. Le cœur est au milieu. En termes d'anatomie, il y a une anomalie, pardon. Donc, vous voyez, quand même, c'est intéressant de voir que même dans la tradition catholique, chrétienne, on a cette connaissance-là. Bien évidemment qu'on a la connaissance de ce que représente l'alchimie. Chez nous, les catholiques, chez nous, les protestants, chez nous, et tous les autres. On a des grandes traditions. Simplement, il faut revenir à la source pour comprendre. Donc, tout ça pour dire que d'abord, il faut que je surveille l'heure afin de ne pas mettre le staff en retard. Ah, bah, c'est impeccable. Il me reste guère de temps. Je voulais garder un petit peu de temps pour quelques échanges. Ça va être possible, Jean-Michel? Bon, je vais terminer donc brièvement cette description pour vous dire que donc en Vendée, on est en plus sur une terre où l'alchimie, c'est quelque chose d'important. D'abord, vous voyez bien dans le marais breton vendéen, comme dans le marais poitevin, on a un principe alchimique formidable. La transformation, la transformation et transmutation même de l'eau en sel, vous voyez. On a à Tiffauges des expériences malheureuses avec Gilles de Rais. On a le château de Terre-Neuve, on a le fief de la Maisonneuve, mais on a aussi Mélusine dans le sud Vendée, qui est le principe féminin de la transmutation et l'archange Saint-Michel sur les monts Mercure, qui est le principe masculin, lui, de la transmutation. Voyez, on a tout sur cette terre pour affirmer que nous sommes un territoire d'expérimentation alchimique. J'ai envie de dire d'ailleurs à tous ceux qui viennent en Vendée, mais venez voir la Vendée à l'œuvre, car c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous autres, de ce vaste territoire, de cette grande Vendée, de cette nouvelle armorique qui pointe déjà son nez, nous sommes invités à faire ce travail et peut-être, en quelque sorte, je ne veux pas dire que nous sommes des élus parce que ça serait très prétentieux, mais il y a des indices qui laissent à penser qu'on est sur ce territoire une sorte de vortex sur le Verseau qui s'annonce. Et ça, on ne peut pas le négliger et on ne peut pas faire la sourde oreille par rapport à ça. Alors, comment on fait pour s'adapter à ce monde qui perd les pédales? C'est normal, puisqu'il se défait. Les piliers du temple vacillent, ils vont s'écrouler. C'est inéluctable. Moi, je l'ai compris le jour où je suis allé voir avec mon épouse le musée des Antiquités au Caire. On visitait les salles de l'Ancien Empire. Vous savez, c'est la grande période de construction des grandes pyramides à degrés, mais aussi les grandes pyramides lisses, hein. Képhren, Khéops et Mykérinos. Et on voulait passer aux salles du Moyen Empire. Et quand on évoluait dans les salles de l'Ancien Empire, on voyait dans les œuvres picturales, sculpturales, l'orfèvrerie, à chaque fois une évolution constante avec un savoir-faire et une maîtrise qui n'avaient d'égal que cette fin d'ancien règne. Et puis, on arrive dans une pièce, on ne savait pas, nous, hein, à l'époque, où là, l'art sculptural, l'art pictural, l'orfèvrerie, tout se casse la gueule, c'est grossier. Bon, c'est pas possible, on s'est trompé de salle, on est revenu à la préhistoire de l'Égypte, quoi. Et alors, on essaie de lire les panneaux et pour comprendre, et on découvre qu'en fait, on est dans une salle transitoire entre l'Ancien Empire qui s'était écroulé et le Nouvel Empire qui était en train de naître. Révolum. Il y a eu des révolutions. Révolum en latin, ça veut dire retour en arrière, souvenez-vous. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? C'est-à-dire qu'en fait, les maîtres n'enseignant plus à leurs disciples, il n'y avait plus de hiérarchie dans le domaine du savoir-faire, de la connaissance, et donc tout s'est écroulé. Et donc, c'était en train de tout rebâtir. Mais ça allait créer une nouvelle dynamique. On trouvera donc à Bou-Simbel, Luxor, l'ancienne Thèbes, tout. Bref, on trouvera un nouvel élan et une nouvelle énergie qui permettra de comprendre que l'expression ordo ab chao peut prendre parfois tout son sens
C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mourir, pas détruire, mourir. Parce que c'est ça la différence. C'est que les êtres humains, ils ont tendance à acheter le bébé avec l'eau du bain. Alors que non, c'est toujours le nouveau que nourrit l'ancien. Il ne faut pas rejeter ce qui nous a façonné, ce qui nous a construit. Bien au contraire, il faut pouvoir l'utiliser. C'est ça le travail de l'alchimiste. L'alchimiste, il s'adapte. En fait, ce qu'on nous demande avec cette folie qu'on voit autour de nous, c'est d'en être les témoins et d'en être aussi les transmutateurs. Cette folie, vous avez deux solutions. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a que 35% des chenilles qui viennent des papillons. C'est-à-dire que les autres, ils ne transmutent pas. Hein. J'ai le sentiment qu'on est à une période comme à l'époque de Néandertal et d'Homo sapiens. Là, c'est maintenant, c'est Homo sapiens, c'est en train de croiser Homo versus, j'ai envie de dire. Le nouveau, en fait, le nouvel être humain qui est capable et qui est surtout en accord avec l'idée qu'il faille mourir à ce que nous avons été. Et je pense que effectivement notre rôle à nous, c'est de peut-être pas prendre part au combat, peut-être pas s'opposer, c'est-à-dire ne pas être acteur, ne pas être dans le film, mais être spectateur. Parce que si vous êtes spectateur, alors vous ne pouvez pas rencontrer les acteurs. Vous n'êtes pas dans le même film, vous n'êtes pas sur le même, la même longueur d'onde. Or, vous savez, tout procède de l'onde. On ne se rend compte que si on est sur la même longueur d'onde, si on ne se rencontre pas. Hein. Essayez de capter France Inter sur la fréquence d'une autre chaîne, vous ne l'aurez pas. Même si j'écoute pas France Inter, j'écoute plus rien d'ailleurs. Parce que c'est le monde qui se défait qui parle en ce moment. Et donc, évidemment, comme je ne veux pas être acteur, je ne veux pas jouer dans la pièce, je ne veux pas faire partie de la comédie, je suis observateur et j'essaie de l'être sans jugement, ce qui est très difficile, mais c'est très important. Pour faire le travail de transmutation, il faut être sans jugement, c'est-à-dire accepter l'idée qu'on n'est pas, des juges, quoi. Hein. On essaie d'avancer comme on peut. Et le travail de l'alchimiste du territoire de la Grande Vendée, c'est justement celui d'être en capacité de s'adapter. De toute façon, le mental fera tout pour que vous ne puissiez pas changer. Il ne veut pas, lui. Or, le changement, c'est l'évolution. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. C'est aussi simple que ça. Donc, on a la chance de pouvoir vivre ce moment fabuleux. Et c'est une opportunité, ce changement d'air. Hein. Ah, ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Hein. Et n'oubliez pas que ceux qui prenaient la parole au début, des changements d'air, ils étaient crucifiés. Hein. C'est le pouvoir qui les crucifiait. Hein. Jésus, c'est ce qui lui est arrivé. Hein. Il a ouvert en disant qu'est-ce que vous faites là? Ah ben là, on jette la pierre sur la femme adultère. Ah non, non, on fait plus ça maintenant. On jette plus la pierre sur la femme adultère. Ah bon, pourquoi? Ah ben, parce que c'était bien avant, mais maintenant c'est beaucoup moins bien. Ah ben oui, c'est ça. Donc, ah bah ouais, donc tu viens contredire les lois de Moïse. Mais non, je viens pas les contredire, je viens les parfaire. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on n'a plus de repères. D'ailleurs, les paysans, ils ont fait comment dirais-je, ils ont fait une prouesse extraordinaire en mettant les panneaux de nos communes à l'envers. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Et je me suis dit, putain, la sagesse paysanne, c'est quand même quelque chose, quoi. Ah, ça fait du bien de voir que c'est la base qui possède l'intelligence aujourd'hui. Car il ne faut pas sous-estimer la médiocratie de nos hommes politiques. Voilà, si vous voulez un petit temps d'échange de 5 minutes, c'est possible? Bon, je suis à vous. Quand vous avez parlé du massif armoricain, il y a un endroit en Vendée, moi j'habite Talmont, donc tout près de Jars-sur-Mer, et lorsque vous allez à Jars-sur-Mer, au niveau de l'endroit qui vous mène à la pointe du Perret, eh bien vous avez le tout début du massif armoricain avec les roches schistes, voire des schistes à grenat, et sur la gauche, vous avez le calcaire du bassin aquitain. Voilà. Et là, c'est vraiment la coupure, c'est très très joli parce que d'un seul coup, de droite à gauche, vous avez deux roches différentes et vraiment c'est magnifique. C'est vrai, Merci. surtout qu'en plus, le calcaire, donc le massif d'Aquitaine, le bassin d'Aquitaine, passe sous le massif armoricain. Et on le voit, c'est lui qui passe en dessous. Dans la stratographie de cette tranche de côte qu'on connaît très bien avec ma femme, bien sûr, on y va régulièrement comme une sorte de pèlerinage, on voit très nettement le bassin aquitaine soulever le massif armoricain avec la fameuse poussée de l'Afrique.
Et ce qui veut dire aussi, ce que ça veut dire, c'est que symboliquement, c'est le massif armoricain qui s'élève à nouveau spirituellement aussi. C'est une invitation, ça aussi. Ouais, entre la plage, pour ceux que ça intéresse, c'est entre la plage de la Mine et la pointe du Perret. Un endroit magnifique. J'ai une petite question, peut-être qui va nous faire faire des recherches. Tu as parlé tout à l'heure du siège de l'âme dans le cœur et moi j'avais entendu parler que ça se situait sur l'épiphyse. Hem, comment? Ouais, et au niveau, des pyramides, enfin, tu parlais de l'Égypte, de la chambre des rois dans laquelle on laissait les rois. En fait, ce triangle-là, il semblerait, représente le triangle du haut, et on plaçait le roi, au niveau de la chambre pour qu'il s'élève et pour qu'il puisse, rejoindre, la voie de toute éternité. Alors je sais pas, bon, c'est juste une petite, Alors, oui, bon, ça dépend peut-être des traditions, c'est possible. Est-ce que l'âme circule de toute façon? Ça dépend, j'ai envie de dire, aussi le travail de l'âme, sur quel plan elle travaille. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que le cordon ombilical, lui, subtil, le fil d'Ariane, lui, il se situe au niveau du chakra du cœur. Ça, par contre, on le voit en plus, hein, je veux dire. Puis même, c'est confirmé, moi, ça m'a été confirmé, ce que j'ai vécu m'a été confirmé par Lama Denis et Lama Landrup, qui sont des amis dans le grand centre bouddhiste de Karmaling et à l'université Rimena-Landa, on a évoqué ça. Et en fait, moi, pour en avoir été le témoin, en tout cas, oui. Après, le troisième œil, est-ce que c'est un déplacement de l'âme pour un travail plus subtil? Ça, je ne sais pas. Je crois qu'il y a encore beaucoup de zones à éclairer à comprendre et à expérimenter, mais avec des guides sérieux, parce que sinon, même pour l'alchimie d'ailleurs, hein, on dit que 99% de gens qui s'adonnent à l'alchimie finissent fous, parce qu'il y en a qui mélangent tout, la matière avec le spirituel et contentons-nous déjà de mourir à nos imperfections, et transmutons sur ces plans et c'est déjà énorme. Faites-moi signe, hein, si vous avez envie d'échanger, de poser une question. J'aimerais t'entendre, Laurent, sur le double cœur de. Et Il est à Piriac. non, le double cœur vendéen de notre grande Vendée, ce double cœur, un jour, un chaman me, me disait, en décryptant le double cœur vendéen, que c'était le symbole de l'eau et de la terre. Et que à travers ce double cœur, on avait un signe qui nous indiquait que notre territoire et on le voit, hein, il suffit de regarder les deux grands marais, l'océan et le bocage, la terre, le granit. Bon, Moi, je vois pas ça comme ça. hmm, Moi, je pense que c'est plutôt, une invitation à relier nos 2 natures, le cœur, masculin, le cœur féminin. Ça, c'est le travail de l'alchimiste. mhm. Justement, ces 2 cœurs en plus, les 2 cœurs vendéens, curieusement, ils sont reliés. Et tu crois pas que l'eau, c'est le féminin et la terre, le masculin? Ben, non, le principe masculin, Le feu, c'est le principe, oui, exactement, c'est le principe ah, émissif. le feu et la terre. Et le principe, féminin, c'est la terre. Donc l'élément eau, c'est juste un des éléments de plus, mais on a aussi, les hauteurs, donc on a aussi le ciel. Sur les hauts bocages, on flirte avec le ciel. Moi, je pense que ces 2 cœurs vendéens sont nos 2 natures, c'est-à-dire, notre côté féminin, notre côté masculin et là encore, je pen tu vois, j'avais même pas réfléchi à ça et c'est très spontané, ma réponse est spontanée. Je pense que c'est contraire, nos 2 natures qui doivent s'unir pour créer l'homme unique. Alors, évidemment, on a confondu, cette association des 2 en créant effectivement, l'idée qu'on pouvait, renier à sa nature de naissance pour en créer une autre. C'est une voie que certains prennent. Ce n'est pas la voie que moi je prends. Je pense que c'est au contraire nos 2 natures intérieures qui doivent s'unir pour créer un cœur unique et je crois que c'est plus comme ça. C'est une invitation à fusionner dans nos 2 natures et en ce sens, là, la Vendée porte un symbole ultra puissant, hein, donc un symbole alchimique une fois de plus, d'invitation à la transmutation. Transmutation,
c'est aussi la sublimation. C'est le même principe, c'est le même phénomène. Et tu sais qu'en physique, la sublimation, c'est le passage par exemple, d'un état à un autre sans passer par l'état intermédiaire. Donc on passe de la glace au gaz sans passer par l'eau. Ça s'appelle la sublimation. Oui. C'est un phénomène Oui. physique bien connu. Oui, c'est vrai, oui, oui, oui. Je pense qu'on on a des panneaux indicateurs qui nous invitent à suivre une voie riche d'expérience et surtout d'amélioration et d'évolution. Alors vraiment, on y va tous ensemble, on crée un club et on se voit régulièrement pour parler de nos morts respectives. C'est génial. C'est génial. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mourir? Qui veut passer directement à l'état gazeux? Tu manques pas d'air. Alors voilà, on vous souhaite une bonne continuation. Ce soir, vous retrouverez Louise et Alban dans une évocation historique d'un spectacle. Et comme disent les alcooliques, coin trop n'en faut. Merci Laurent. Laurent Tixier.